Merci beaucoup, merci aux organisateurs, merci à Monsieur Lost. Ce que je vais faire derrière ce titre un peu abscon, c'est essentiellement vous parler des développements de la biologie moléculaire, de l'analyse moléculaire, et ce que ceci a apporté ou peut apporter, ou les problèmes que cela peut poser à la théorie de l'évolution. Alors, la rencontre avec la biologie évolutive, souvent on ramène la rencontre entre cette vision moléculaire au nouveau domaine appelé Evo-Devo, rencontre entre la biologie du développement et la biologie de l'évolution. En fait, c'est un phénomène beaucoup plus large que cette rencontre et on voit les données moléculaires et les données évolutives se rencontrer dans beaucoup de domaines, comme je vais essayer rapidement de vous le montrer. Alors, je voulais dire, la vision moléculaire, c'est quoi? C'est plusieurs choses qu'on confond ou auxquelles on réduit quelquefois cette vision moléculaire. Donc, on parle beaucoup des séquences de génome, de la caractérisation des gènes et de leur structure. Mais c'est aussi à partir de ça la caractérisation des produits de ces gènes. Et ensuite, c'est la proposition de l'offre de mécanismes moléculaires susceptibles d'expliquer des processus, et par exemple des processus tels que ceux qu'on a vus de développement du membre ou autre, avec toute la complexité de passer d'un niveau de description à l'autre. Alors, ce que je voudrais faire, c'est d'abord vous dire que ce qui me paraît important, et je reviendrai là-dessus, c'est que c'est la fin d'une vision abstraite et sans doute parfois trop abstraite de l'évolution. Enfin, la fin. Disons que ça permet peut-être de sortir d'une vision parfois trop abstraite de l'évolution, que c'est quand même la réponse à une question qui est posée depuis 150 ans, même depuis Darwin, qui est la nature des variations évolutives, question qui est tout de même restée sans réponse pendant presque un siècle. Quelle est la nature précise de la variation évolutive? Qu'est-ce qu'une variation évolutive? À la fois au niveau génétique et au niveau de ses conséquences directes. Alors, que cette absence d'explication, je pense, a fourni d'une certaine manière des arguments aux adversaires de la théorie de l'évolution. Quand on regarde l'intelligent design, on peut observer qu'un certain nombre de ces acteurs, parmi les plus visibles, sont des gens qui sont issus de la biochimie et de la biologie moléculaire et qui souvent empruntent leurs exemples aux résultats de la biologie moléculaire. L'argument étant, vous avez là de superbes mécanismes, de superbes machines, or la théorie de l'évolution est absolument incapable d'en rendre compte. Et donc je pense que rapprocher les deux est aussi un enjeu important à ce point de vue. Alors, dernière remarque, c'est que vous allez me dire, c'est pas nouveau qu'on puisse fournir des explications au fond assez précises, jusque dans le détail des événements moléculaires, pour des processus évolutifs. Prenez par exemple l'anémie falciforme et le rôle adaptatif, alors je sais plus, j'ose plus parler d'adaptation, mais le rôle adaptatif qu'elle peut avoir dans certains environnements, comme par exemple en présence de l'agent du paludisme, eh bien, je veux dire, on a une explication avec la déformation des globules rouges qui va rendre plus difficile l'interaction avec le parasite, donc protection contre la maladie, mais contre le paludisme, mais en même temps, évidemment, un problème qui va se retrouver à l'état homozygote. Donc là, on a une explication évolutionniste qui rentre un peu dans le détail des événements moléculaires. Mais cet exemple, si on l'utilise si souvent, c'est parce qu'il est presque unique. Et dans énormément de cas, je veux dire, on a des observations macroscopiques, mais on n'a pas d'explication qui aille jusque dans le détail de la nature des mutations et des processus qu'elles changent, des processus moléculaires, et comment à partir de ça, on peut en déduire une modification morphologique, par exemple, au niveau de l'organisme ou fonctionnel. Alors, ce que je vais faire successivement, c'est d'abord prendre 3 exemples de ces rencontres entre une vision plus moléculaire et puis donc des enjeux évolutifs, voir ce que ça apporte,
mais aussi vous dire que quelquefois, ça pose un certain nombre de problèmes ou de difficultés, de problèmes, et ce ne sont pas forcément les mêmes problèmes que ceux qu'on a vus, mais vous allez voir, vous allez retrouver sans doute aussi des difficultés qu'on peut rencontrer quand on essaie de décrire l'évolution et les mécanismes de l'évolution. Et puis j'en tirerai quelques conclusions. Alors, 3 exemples que je vais prendre successivement de ces nouvelles approches. La première, c'est ce qu'on appelle l'évolution in vitro. Et le meilleur exemple, au moins pour mon propos, c'est les expériences commencées par Richard Linsky en 1988, qui sont donc des expériences sur des bactéries où on regarde la variation alors de fitness des bactéries ou bien la manière dont les bactéries peuvent s'adapter à un nouveau substrat, comme par exemple le citrate, et ce qui constitue donc une innovation. Alors, ce qu'il y a de remarquable dans ces expériences, c'est d'abord leur durée. Donc, c'est de l'évolution expérimentale. C'est la durée, puisque maintenant, on en est à plus de 50 000 générations. Et c'est aussi la manière dont, au fond, cette étude s'est révélée plus puissante qu'on ne pouvait le penser au départ. Puisqu'au départ, Linsky faisait un prélèvement à peu près les 500 générations, et il analysait les caractéristiques donc au bout de 500, 1000, 1500 générations. Mais pour analyser ces caractéristiques, à l'époque, il fallait deviner un petit peu les types de changements qui avaient pu se produire, par exemple modification de certains enzymes du métabolisme, etc. On était un peu dans le noir. Or, avec le séquençage complet des génomes, on a maintenant un outil extraordinaire qui est de pouvoir suivre toutes les mutations qui sont survenues pendant ces 50 000 générations. D'autant que Linsky a gardé des échantillons tout au long de l'expérience. Et donc, ce qui permet pas de répondre, mais je pense d'éclairer ou d'illustrer un certain nombre de questions qu'on rencontre en biologie évolutive. J'en ai listé ici quelques-unes, ce n'est pas limitatif, comme par exemple dans un processus évolutif, donc ici, qui est l'adaptation d'une population bactérienne à une nouvelle source nutritive, quelle est la part de variation aléatoire, quelle est la part de contrainte historique, c'est-à-dire le fait que certaines mutations s'étant produites, les bactéries sont engagées dans une certaine, je ne dirais pas voie, mais disons, ont un avenir évolutif qui n'est plus le même qu'avant, des possibilités d'évolution qui ne sont plus les mêmes qu'avant. On peut répondre, et puis le troisième, c'est évidemment le mécanisme d'adaptation darwinienne. Donc quelle est la part, au fond, dans un changement de ces 3 processus ? Quel est le rôle, y a-t-il des phénomènes de convergence ? J'ai déjà parlé des phénomènes d'innovation. Donc on peut, sur un système assez simple, tester, répondre à des questions évolutives et tester les modèles évolutifs. Et puis, à cause de l'analyse moléculaire, on peut aussi poser des questions qui n'étaient pas posées avant, qui sont par exemple, quel est le rôle des duplications de gènes dans le phénomène évolutif ? Est-ce que c'est quelque chose un phénomène courant ? Est-ce qu'il joue un rôle à certaines étapes, etc. De même, par exemple, quelle est la part des mutations dites structurales qui touchent les structures des enzymes, par exemple, et quelle est la part des mutations régulatrices qui changent le niveau d'expression des protéines. Donc, deuxième étude, et c'est sur celle-là que je vais m'attarder un petit peu plus. C'est une étude qui a été publiée en 2007 sur l'évolution des récepteurs stéroïdiens. Alors, je passe tout de suite à une image un petit peu compliquée, mais je vais vous la analyser et ne pas analyser toutes les parties, rassurez-vous. Alors, quelle est la question posée ? La question posée, c'est l'histoire évolutive des récepteurs stéroïdiens, et en particulier de 2 de ces récepteurs qui sont le récepteur aux glucocorticoïdes et le récepteur aux minéralocorticoïdes. Les glucocorticoïdes, c'est le cortisol, et ce type de récepteurs intervient dans des réponses au stress. Les minéralocorticoïdes, eux, interviennent dans le contrôle des électrolytes. Donc 2 fonctions physiologiques différentes, mais les analyses moléculaires ont montré que ces 2 récepteurs ont un ancêtre commun qui est symbolisé donc juste sur la gauche là.
Donc cet ancêtre commun, il y a plus de 450 millions d'années, et à partir de là, les deux types de récepteurs différents sont apparus. Alors maintenant, quand on s'intéresse aux hormones qui contrôlent ces deux types de récepteurs aujourd'hui, le cortisol et l'aldostérone a une apparition plus tardive. Donc pour dire, le premier schéma auquel les gens pensaient était de se dire qu'il y avait un récepteur unique qui était un récepteur glucocorticoïde, et puis, par évolution, à partir de duplication de gènes et évolution, est apparu un autre type de récepteur qui est capable de fixer l'aldostérone, une fois que l'aldostérone a été synthétisée. Alors, qu'est-ce qui a été fait sur ce système? Ce qui a été fait, c'est d'abord de synthétiser le récepteur ancestral, avec une part d'erreur, mais on peut, à partir des séquences, reconstituer, avec une certaine probabilité, la séquence et donc la structure du récepteur ancestral. On peut le synthétiser in vitro et puis regarder ses propriétés de fixation des hormones. Et là, ça a été la première surprise. Le récepteur ancestral était capable de fixer les deux types d'hormones. Ce qui change totalement la vision de l'évolution, ce n'est plus l'acquisition d'une nouvelle fonction qui est la fixation des minéralocorticoïdes. On part d'un récepteur qui est totipotent et on observe une spécialisation de deux récepteurs qui vont reconnaître l'une ou l'autre hormone. Alors qu'est-ce que maintenant on peut ensuite dater? Donc on peut comme ça reconstituer les récepteurs ancestraux à différents stades, et on a pu dater l'apparition d'un récepteur uniquement glucocorticoïde entre 440, comme vous le voyez, et 410 millions d'années. Alors, là encore, on peut resynthétiser ces deux récepteurs, celui qui est encore généraliste et celui qui est spécialisé, et se dire à quoi est due la spécialisation. Alors, c'est un travail difficile, mais à partir de la structure de la protéine qu'on a, de la protéine ancestrale, donc on a une structure qui a existé autrefois, qu'on a reconstituée, qu'on réétudie. Eh bien, on peut, à partir de cette structure, dire qu'il y a un certain nombre de mutations qui sont sans doute secondaires, elles sont périphériques. Par contre, il y a 7 mutations qui ont été montrées sans doute importantes pour l'acquisition de la spécificité. Ensuite, parmi ces 7 mutations, il y en a 2 qui sont majeures et 5 qui sont plutôt un effet de stabilisation. Alors, que sont ces 2 mutations? Et c'est là où c'est intéressant parce que elles interviennent, ce sont les mutations marquées ici à droite, sérine 106 proline, et puis une autre qui est leucine 111 glutamine. Donc 2 acides aminés, 2 mutations simples. Que font-elles? Eh bien, il y en a une, pour acquérir la spécificité, en fait, on a 2 étapes. On a une perte totale d'affinité et un gain d'affinité pour un des 2 ligands, qui est ici le glucocorticoïde. Alors maintenant, si vous remettez ça dans le temps, il est clair que vous devez d'abord avoir la variation qui vous donne le gain avant d'avoir la variation qui vous donne la perte. Bien, alors cette variation qui donne le gain, c'est là, à nouveau, c'est intéressant, parce qu'elle ne donne le gain que quand l'autre mutation s'est produite. Pour une raison structurale, pas entrer dans le détail, mais la mutation sérine-proline casse la structure d'une hélice alpha. Et comme vous pouvez l'apercevoir en haut à droite, et en faisant ça, elle va placer le résidu glutamine à proximité du cortisol, ce qui permet de former une nouvelle liaison et qui rend le récepteur spécifique du cortisol. Donc le scénario évolutif, c'est une première mutation qui fait apparaître cette glutamine 111 qui n'a aucun effet, deuxième mutation qui casse l'hélice alpha, qui fait perdre globalement l'affinité pour tous les récepteurs, pour toutes les molécules de type stéroïde, mais qui crée une nouvelle liaison spécifiquement avec le cortisol. Donc un récepteur qui fixe les 2, vous passez à un récepteur qui ne va n'en fixer qu'une parce qu'il a perdu l'affinité générale et il a gagné en affinité spécifique. Alors ça, je veux dire, c'est un excellent exemple d'exaptation dont vous a parlé Hervé, mais au niveau moléculaire. Parce que la première variation, l'apparition, le changement, le signe glutamine 111,
n'a aucun effet tant que la deuxième mutation ne s'est pas produite. Ça veut dire que c'est un changement neutre et qui va être maintenant devenir important quand la mutation suivante, sérine 106 proline, s'est produite, mutation qui, elle, fait perdre l'affinité de manière générale aux stéroïdes. Alors, qu'apporte ce système? Il apporte un certain nombre d'enseignements. Donc, d'abord, il montre le rôle de la duplication des gènes qui permet à partir d'une molécule polyvalente d'avoir deux molécules monofonctionnelles, on pourrait dire. Il a un très bel exemple d'exaptation au niveau moléculaire. Il explique aussi, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais l'irréversibilité, parce que les 5 mutations qui vont se produire, en fait, vont verrouiller le système, c'est-à-dire une fois qu'elles sont produites, on ne peut pas refaire le chemin inverse. Donc, la variation qui s'est produite est irréversible, disons, devient infiniment peu probable. Et puis, je pense un autre enseignement, c'est de montrer peut-être ce qui n'est pas du tout intuitif, que l'évolution, ce n'est pas toujours l'acquisition de fonctions nouvelles, ça peut être la spécialisation. On part de fonctions, au moins au niveau moléculaire, on parle de fonctions généralistes et on acquiert des fonctions spécialisées. Donc une autre manière de penser l'évolution, mais un mécanisme qui sans doute au niveau moléculaire a joué un rôle important. Alors ce que j'aime bien dans cet exemple, c'est parce qu'il me semble au fond peut-être plus parlant quelquefois que des exemples plus globaux. Parce que là, si on descend dans le détail, on voit bien à la limite d'où vient l'avantage, qu'est une exaptation, en quoi ça consiste, etc. Peut-être plus facilement même que sur d'autres exemples. Et alors, troisième exemple que je voudrais rapidement traiter, c'est l'évolution synthétique expérimentale au sens que lui a donné Rick Davidson. Ça consiste en quoi? Ça consiste, par exemple, à s'intéresser à un processus évolutif. Alors, je vais prendre un des exemples qui a été traité, c'est les becs de pinsons. Vous savez, dans les Galapagos, les pinsons vivant sur les différentes îles ont des becs de différentes formes. Quel type de mécanisme moléculaire peut être impliqué dans la modification de la forme des becs? Eh bien, on peut trouver un certain nombre de gènes et de voies de contrôle génétique qui peuvent être impliqués dans une telle modification. Et puis, on peut ensuite, en séquençant les différents pinsons, par exemple, essayer de voir si effectivement on observe des mutations dans ces gènes. Étape suivante, et c'est là qu'on est vraiment dans l'évolution expérimentale synthétique, c'est que l'on peut maintenant introduire ces modifications génétiques dans un organisme qui sert d'organisme modèle, comme par exemple le poulet, qui est bien étudié par les biologistes, et ensuite voir quel est l'effet de ces mutations qu'on a repérées. Est-ce qu'effectivement, elles peuvent altérer la forme des becs dans le sens que l'on observe, par exemple, chez les pinsons des îles Galapagos? Alors, c'est évidemment des études très complexes, très longues, difficiles, mais en même temps, je pense que l'ambition à long terme est de pouvoir, d'une certaine manière, choisir entre des scénarios évolutifs et dire ce sont telles variations de gènes qui ont été importantes, qui ont modifié tel processus de développement, et ceci explique les modifications morphologiques qu'on observe. Alors un petit mot, c'est que là, c'est ce qu'on appelle de la biologie synthétique, d'une certaine manière, sur des organismes complexes, alors que souvent, elle est faite sur des organismes plus simples comme les bactéries. La biologie synthétique, au niveau, par exemple, des bactéries, peut avoir un intérêt assez pratique, comme par exemple essayer de reconstituer des processus d'évolution d'agents pathogènes. Et des études ont été faites, par exemple, sur des bactéries opportunistes qui se développent dans certaines maladies, pour essayer de suivre le phénomène, les modifications qui sont intervenues dans l'adaptation successive, et puis de vérifier ce scénario, justement, en introduisant ces mutations et en regardant les faits. Vous savez que c'est des études qui sont faites aussi actuellement sur le virus de la grippe. Bon, je ne veux pas entrer dans le débat parce qu'il y a tout un enjeu éthique derrière et de précaution, mais néanmoins, du point de vue conceptuel et de connaissance des systèmes, je pense que c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que cela apporte? Alors, ça apporte, je pense, plusieurs choses. D'abord, de superbes exemples des modèles proposés par les évolutionnistes.
Et ça met, ce que j'ai dit, de la chair sur un squelette, dans le sens que, il me semble qu'une des difficultés, peut-être, enfin vous me direz, de la théorie de l'évolution, c'est souvent qu'elle est assez abstraite. Quand on dit il y a une variation et ça permet l'adaptation, c'est abstrait. Ce genre d'exemple, quand on descend au niveau moléculaire, on est beaucoup plus rapidement dans le concret. On voit ce que peut être l'avantage adaptatif et on peut relier ça concrètement à une mutation d'un gène particulier. Donc on a quelque chose qui me semble beaucoup plus concret. Pour des jeunes, c'est peut-être... Alors il faut choisir les bons exemples, hein, et ce n'est pas facile. Mais on a peut-être là la possibilité de rendre un peu concret des processus évolutifs. Comme je l'ai dit, ça peut être aussi un moyen de choisir entre des modèles et des scénarios évolutifs. Et puis, c'est quand même enrichir d'une certaine manière la théorie de l'évolution par l'introduction d'un nouveau type de phénomène. Alors, j'ai parlé de la duplication des gènes. Par exemple, il y a beaucoup de données aujourd'hui suggérant qu'il peut se former de nouveaux gènes au cours de l'évolution à partir de séquences qui étaient non codantes et qui deviennent codantes. Donc voilà un mécanisme au fond auquel on n'avait pas pensé et que les données moléculaires obligent à envisager au cours de l'évolution. Et puis donc l'évolution par spécialisation de fonctions et non pas par acquisition de fonctions, qui est aussi un scénario auquel, je veux dire, tant qu'on reste à un niveau macroscopique ou abstrait de description, on n'a pas accès. Alors, quel problème cela peut poser ? Eh bien, ça pose des problèmes alors qui vont être un peu l'inverse du panadaptationnisme, c'est-à-dire ça va être, chez certains auteurs de ces travaux, le rejet de la théorie synthétique de l'évolution au bénéfice d'une vision qui sera purement mécaniste. Je vais montrer un peu le type de problème que ça peut poser. Alors, d'abord, donc, ça peut abandonner le principe de divergence, c'est-à-dire l'idée qu'au cours de l'évolution, on a une divergence progressive des organismes, pour, vous allez le voir, des sauts évolutifs qui font diverger en une étape, négliger donc à partir de là le rôle de la sélection naturelle. Et puis, comme je le montrerai, on trouve de superbes exemples de ces difficultés en considérant les mécanismes de l'évolution humaine, et ce n'est sûrement pas un hasard. Alors, voilà d'abord le type de problème. Alors, juste pour vous montrer que ces études ne sont pas simples. Et c'était l'ambition. Ceci, c'est le réseau de gènes qui participent au développement d'un organisme qui est l'oursin. C'est le travail d'Eric Davidson, donc tous les gènes qui participent au contrôle de développement embryonnaire de cet organisme. Ça, c'est la première étape. On fait une sorte de relevé, de descriptif. Deuxième étape, on va sélectionner, plutôt on va organiser ce réseau en sous-réseaux, avec une hiérarchie. Alors ça, vous l'avez ici. Donc on distingue plusieurs types de sous-réseaux dans ce grand réseau. Et je voudrais juste insister sur le sous-réseau que vous apercevez en haut, qui est le sous-réseau noyau. Alors ça, c'est quoi ? C'est parmi ce grand réseau, vous avez des parties plus centrales, qui sont au cœur, qu'on appelle kernel noyau. Pourquoi ? Parce qu'elles jouent un rôle majeur dans l'organisation du processus de développement. Et puis, vous avez des parties plus périphériques du réseau qui, lorsqu'elles seront modifiées, vont apporter des modifications de moindre ampleur. Donc, si vous êtes au cœur, toute modification va avoir des conséquences énormes. Si vous êtes à la périphérie, une modification, une mutation aura des effets plus faibles. Alors, à partir de ça, qu'en déduit Eric Davidson ? Il en déduit ceci, qui est que la nature de la variation, ou plutôt le type de sous-réseau dans lequel elle se produit, va déterminer la conséquence de cette variation. Si par exemple vous faites une mutation dans un de ces parties centrales du réseau, ben vous allez tout de suite créer un phylum, un nouveau phylum. Ou au contraire, si vous faites une mutation dans une partie périphérique, vous allez juste peut-être créer une nouvelle espèce. Alors ça, c'est totalement contraire à la synthèse moderne et au principe de divergence. C'est-à-dire ici, c'est la variation initiale qui crée, qui nous dit ce qu'on va avoir, l'événement évolutif qu'on va avoir, si c'est un nouveau phylum ou si au contraire, c'est simplement une nouvelle espèce. Et ce n'est pas l'histoire évolutive qui crée tout de suite,
qui va créer des phyla ou au contraire créer de nouvelles espèces. Deuxièmement, pour Eric Davidson, il est clair que ça se fait en une étape pratiquement, la variation, la mutation, et puis on a l'événement majeur. Donc il n'y a pas de sélection naturelle, ou au sens qui était celui des premiers opposants de Darwin, c'est-à-dire d'accord, ceux qui ne peuvent pas vivre ne vivent pas. Donc c'est ça la sélection naturelle. Les non viables ne vivent pas, ils sont éliminés. C'est qui était la vision un peu primitive, enfin une certaine vision de la sélection naturelle, disons. Donc vous voyez comment cette vision, au contraire donc, de la théorie synthétique, elle met tout dans la variation. C'est la nature de la variation qui détermine le processus évolutif. Donc on est à l'autre extrême d'une certaine manière, alors que dans la théorie synthétique, au fond, souvent la variation n'est pas tellement importante, il suffit qu'elle puisse se produire, il y aura assez de variations pour que le processus sélectif puisse se faire. Alors je vais vous montrer, donc ça c'est un peu, vous voyez comment cette approche-là peut poser des problèmes. Alors je vais vous illustrer ces problèmes de manière plus simple maintenant par deux exemples empruntés à l'évolution humaine. C'est un exemple un peu ancien, enfin de 2004, que j'aime bien parce que c'est l'identification dans l'ascendance de l'homme d'une mutation d'un des gènes d'une protéine des muscles, la myosine. Et ce gène particulier, cette forme particulière de myosine est exprimée dans les muscles de la mâchoire. Or, on peut savoir, donc c'est une mutation qui inactive la myosine synthétisée dans les mâchoires. On peut dater cet événement à environ 2-4 millions d'années. Alors, dans cet article, donc, la conclusion des auteurs était celle-ci. Donc, l'évolution humaine, c'est très simple. Il s'est produit une mutation qui a inactivé ce gène de myosine. Myosine exprimée dans les muscles des mâchoires. Donc, plouf, les muscles disparaissent. Ceci va libérer la croissance de la tête, la croissance du cerveau, et donc on est parti pour l'évolution humaine. Donc vous voyez un événement initial, une mutation initiale, qui au fond enclenche tout le processus, et on est parti, ça y est, ça va se produire. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y avait un petit commentaire dans Nature ajouté à cet article qui disait « c'est très intéressant, mais les auteurs n'ont pas eu le temps de nous dire comment le premier homme qui soudain avait, enfin ancêtre, qui avait perdu sa mâchoire, pouf, qui sans doute n'était plus capable de manger la nourriture que ses congénères mangeaient, bon, s'est retrouvé, avait un avantage adaptatif, puisque visiblement, aujourd'hui, la mutation est répandue dans l'espèce humaine. Alors, il avait sans doute l'espoir d'avoir un gros cerveau dans les générations futures, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer comment il a survécu sur le moment. Donc, voilà, et ça, c'est effectivement l'analyse moléculaire peut conduire à ces excès, c'est-à-dire on se concentre sur une ou quelques variations qu'on caractérise très bien, mais on en tire des conséquences extraordinaires et on perd totalement la complexité du processus évolutif. Bon, le deuxième exemple, vous le connaissez sans doute, c'est l'exemple du gène du langage. Ça vaut la peine d'en parler un petit peu parce que quand même un exemple intéressant. Donc, le NFOXP2, première observation, un gène muté dans une famille d'origine pakistanaise, gène dominant. Ensuite, donc c'est une famille qui avait des problèmes de langage, de construction des phrases, d'application des règles de la grammaire. Ensuite, on a pu caractériser et isoler le gène, et on s'est rendu compte que ce gène avait subi, comme vous le voyez ici, deux mutations particulières dans l'ascendance humaine, alors que c'est un gène dont la structure avait été très stable. Ceci a conduit à dire, ben voilà, un gène essentiel pour le langage qui a été modifié spécifiquement lors de la formation de l'être humain moderne. Et donc, on en arrivait à ce petit dessin qui accompagnait la description de ce gène. Donc, vous voyez un cochon qui parle à des fermiers. Les deux fermiers disent c'est lui qui a reçu l'implant de gène. Et le cochon répond, j'espère que ce n'est pas moi qu'on va manger à midi. Donc, sous-entendu, les mutations, donc la forme humaine du gène, les deux mutations, et le cochon commence immédiatement à parler. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ce gène est un gène qui est effectivement intéressant parce que, bon,
il est altéré dans certains troubles du langage. Il a donc muté dans la lignée humaine. C'est un gène qui a un rôle de régulation, qui code pour une protéine régulatrice de la transcription. Il est exprimé dans des centres du cerveau qui contrôlent le langage dans beaucoup d'espèces animales, comme par exemple les oiseaux. Et il est exprimé dans le cerveau. Donc, un certain nombre d'éléments intéressants. Mais, il y a quand même des difficultés que j'ai listées là. Ce gène, donc, il n'est pas limité. C'est pas le gène du langage, parce que quand on regarde les cerveaux des individus dans lesquels la mutation s'est produite, on observe que la structure du cerveau est profondément altérée, que des phénomènes cognitifs sont altérés. D'autre part, ce gène est exprimé dans beaucoup d'autres organes. Les espèces comme les oiseaux, c'est bien que le gène soit exprimé dans le centre, donc qui permet aux oiseaux d'exprimer par exemple des chants différents, mais en même temps, ça veut dire qu'il n'y a rien de spécifiquement humain dans ce gène. Et puis on a humanisé des souris, c'est-à-dire qu'on a rentré la forme humaine du gène chez ces souris, et on n'a pas observé grand-chose. Si, apparemment, elle couinait avec une fréquence légèrement différente de la fréquence normale. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est clairement pas le gène du langage, ça c'est clair, c'est une vision bien trop naïve. Le langage n'est pas apparu en un jour, ça demande des tas d'adaptations fonctionnelles, modifications fonctionnelles qui de toute façon ne dépendent pas uniquement de ce gène. Mais ça ne veut pas dire que ce gène n'est pas un gène intéressant et que, d'une certaine manière, il ne participe, enfin ce gène et ses variations, d'une certaine manière, n'ont pas participé aux caractéristiques spécifiques du langage humain. Par exemple, en intervenant dans la formation du cerveau, on sait que un certain nombre des cibles de ce gène sont des gènes importants pour la formation du cerveau. Donc, question ouverte, mais attention aux visions vraiment trop naïves. Alors l'autre, il peut y avoir des remises en cause encore plus sévères. Et par exemple, pour vous citer des travaux récents, il y a le Shapiro, James Shapiro, qui est un très grand biologiste, mais qui, en regardant les phénomènes de variation génétique, comme les mouvements des rétrotransposons, etc., est arrivé à la conclusion que le génome c'est lui-même qui se modifiait. Il a une capacité de modification et d'adaptation, c'est-à-dire c'est lui qui met en route les mécanismes qui vont lui permettre de s'adapter. Alors là, on a une vision absolument finaliste, qui part donc d'observations moléculaires intéressantes sur les mouvements au sein du génome, mais qui aboutit à une conception finaliste totalement décalée. Et puis, je voudrais dire un mot, et ça sera juste avant la conclusion, sur un autre phénomène qu'on voit apparaître aujourd'hui, qui est l'épigénétique et l'importance de l'épigénétique. Et je pense que peut-être même certains élèves vous en ont déjà parlé, parce qu'on commence à en parler beaucoup dans les médias. Et derrière l'épigénétique, ben c'est quoi? C'est des modifications réversibles de l'ADN, mais qui pourraient être transmises à la descendance et qui pourraient répondre aux variations de l'environnement. Si vous liez le tout, vous avez donc l'environnement peut modifier ces marques épigénétiques et ces modifications peuvent être transmises à la descendance. Vous êtes dans un mécanisme lamarckien d'hérédité. Bon, alors, c'est très intéressant, les phénomènes de modification épigénétique, mais simplement, je pense qu'il faut faire attention à un certain nombre de choses. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle épigénétique? Il y a un flou total. Ensuite, exactement comment c'est transmis? Parce que c'est transmis dans certains cas, mais certains cas seulement, et pas tous les cas. Et en plus, il faut le vivant, c'est trop large. Les plus beaux phénomènes épigénétiques sont observés chez les plantes, mais c'est très différent des phénomènes épigénétiques observés chez les mammifères. Donc on ne peut pas passer de l'un à l'autre comme ça si rapidement. Et puis, quand on regarde, en fait, on n'a pas tellement jusqu'ici d'arguments expérimentaux pour soutenir un schéma lamarckien d'évolution. On n'en a même pas vraiment à l'heure actuelle. Donc, grande prudence, parce que je pense que, évidemment, il y a l'idée que, comme ça, on lève le fardeau des gènes, et donc l'épigénétique, c'est la liberté. Il y a des ouvrages assez étonnants, d'ailleurs, qu'on voit sortir. Apprenez à maîtriser votre cerveau et vos gènes.
donc par l'épigénétique. Hein. Donc je pense que c'est quelque chose auquel vous allez vous heurter dans les années qui viennent. Bon, la conclusion, 3 aspects. Ce que je pense que peut apporter la biologie moléculaire, outre ce que j'ai dit, c'est de dessiner d'une certaine manière l'espace des possibles évolutifs. Alors attention, je ne dis pas qu'on va pouvoir savoir ce qui va arriver, mais ça veut vouloir dire qu'on va pouvoir éventuellement dire l'espace des possibles ouverts, il n'est pas infini, il est d'une certaine manière, il a une certaine structure, et ceci peut être intéressant effectivement dans des cas très concrets, comme par exemple l'évolution des virus. Deuxième aspect, c'est surmonter ce que j'appelle l'obstacle de la sélection causale. Alors ça, j'ai emprunté à une étudiante de Jean qui va soutenir sa thèse demain. C'est l'idée que expliquer l'évolution, ça peut être expliqué, c'est expliqué par des mécanismes évolutifs dont vous avez beaucoup entendu parler aujourd'hui, mais je pense que c'est aussi expliqué par le détail, par exemple, des mutations, quand c'est possible, et le détail des mécanismes en jeu. Et je dirais, la sélection causale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on serait obligé de choisir. On serait obligé de dire, la bonne explication de l'évolution, c'est les schémas généraux, ou au contraire, c'est le détail. Non, il n'y a pas à choisir, c'est l'ensemble. Les deux sont intéressants. Juste un petit mot, si les schémas évolutifs ou évolutionnistes sont relativement abstraits, bien sûr, il y a un intérêt, parce que plus c'est abstrait, plus c'est général, mais en même temps, il faut bien voir que quand ils ont été conçus, disons, à partir des années 30, 40, on ne pouvait rien faire d'autre, parce qu'on n'avait aucune idée de la manière dont des variations de gènes pouvaient agir sur le phénotype. Aujourd'hui qu'on a quelques indications, je veux dire, il n'y a aucune raison de ne pas enrichir la présentation de l'évolution de ces connaissances moléculaires plus récentes. Et puis, je pense que les connaissances moléculaires, c'est une source de nouveauté, puisque on découvre des phénomènes comme intéressants. Juste pour faire un petit clin d'œil à une publication de Nature, je crois, de cette semaine, qui était sur l'évolution du système nerveux, et les auteurs disent, alors ça c'est, que l'existence d'un système nerveux serait apparue 2 fois au cours de l'évolution, et non pas donc une fois et puis après a été exploité. Et en particulier, ça il le tire d'argument, montrant que chez les méduses, on a l'apparition d'un système nerveux, que ce sera un processus indépendant de la formation du système nerveux dans les autres espèces animales. Donc je pense que c'est très ouvert à la discussion, ce type d'observation, mais je veux dire clairement, ce type d'observation ne serait pas possible, ou au moins sans les données moléculaires. Ça repose entièrement sur la connaissance des mécanismes moléculaires impliqués dans à la fois la formation des neurones et puis aussi les données moléculaires nécessaires pour l'établissement de cet arbre phylogénétique. Voilà, merci.